Salut à tous. L'Iran a jeté le gant et a ouvertement défié les États-Unis d'envoyer des soldats américains sur le sol iranien. Dans une allocution enflammée diffusée à la télévision d'État, le président du Parlement iranien a déclaré « Nos hommes attendent l'arrivée de soldats américains au sol pour les brûler vifs et pourtant le président Trump les envoie quand même ». À l'heure actuelle, 2500 marines et marins à bord de l'USS Tripoli sont déjà arrivés dans le Golfe. La 82e division aéroportée a ses ordres de déploiement en main. Le Pentagone élabore des plans détaillés pour plusieurs semaines de combats terrestres sur le territoire iranien. 13 militaires américains sont déjà morts. Plus de 300 ont été blessés. Et le pays dans lequel il s'apprête à entrer se prépare depuis 35 ans précisément à ce type de guerre. La question centrale est de savoir pourquoi l'Iran semble pratiquement appeler de ses vœux l'arrivée de troupes américaines au sol et pourquoi, une fois ces troupes débarquées, il n'existe aucun moyen propre de les ramener chez elles. C'est ici que la situation devient extrêmement dangereuse. Le président Trump a déclaré au Financial Times que les forces américaines pourraient facilement s'emparer de l'île de Karg. Ses mots exacts étaient « peut être que nous prenons l'île de Karg, peut être pas ». Nous avons beaucoup d'options. Je ne pense pas qu'ils aient une quelconque défense. Nous pourrions la prendre très facilement. Dans la communication à la Trump, il suffit toujours d'une phrase assurée pour faire passer une opération risquée pour quelque chose de simple. L'île de Karg est une étroite bande de terre d'environ 5 milles de long dans le golfe Persique. Sa moitié sud concentre les terminaux d'exportation pétrolière les plus cruciaux de l'Iran. 90% des expéditions de brut iranien transitent directement par cette île. Le raisonnement au sein de la Maison-Blanche est simple. Prendre Karg, couper l'Iran de ses revenus pétroliers et forcer Téhéran à revenir à la table des négociations. L'hypothèse de départ était que l'Iran ne prendrait jamais le risque d'attaquer sa propre infrastructure, parce qu'il faudrait des décennies pour la reconstruire. Cette hypothèse s'est totalement effondrée. Il y a 3 jours, le 27 mars, l'Iran a lancé une frappe dévastatrice contre la base aérienne Prince Sultan, en Arabie Saoudite, l'une des installations américaines les plus lourdement défendues de toute la région. L'attaque a combiné des missiles balistiques et des drones, suicides à longue portée. Elle a détruit au sol un avion AWACS E-3G Sentry de l'US Air Force, un centre de commandement volant capable de suivre chaque avion et chaque missile sur 120 000 miles carrés d'espace aérien. Les États-Unis n'en avaient que 6 avant cette frappe. Ils n'en ont plus que 15. Au moins 10 à 15 personnels américains ont été blessés, plusieurs grièvement. 5 ravitailleurs cassés, un 3-5, avaient déjà été touchés sur cette même base plus tôt dans le conflit, des appareils qui permettent aux chasseurs américains de rester en vol. Sans eux, le rayon d'action en combat chute fortement. C'est à ce moment-là que les éléments de langage de la Maison-Blanche ont percuté de plein fouet la trajectoire des missiles. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré à NBC qu'il était sûr à 100% que la Russie avait fourni à l'Iran de nouvelles images satellites de la base aérienne Prince Sultan quelques jours à peine avant l'attaque. Et malgré cela, Trump veut toujours envoyer des marines sous des tentes sur une île dépourvue de fortifications, située en plein dans la zone létale des armes exactes qui viennent de faire cela. L'ancien vice-maréchal de l'Air Schoenbell, ex-pilote de chasse et analyste militaire respecté, l'a dit sans détour, si des troupes américaines occupent l'île de Karg, elles vivront sous des tentes. Il n'y a ni infrastructure durcie, ni bunker renforcé, ni abri souterrain. Elles seront totalement exposées aux mêmes frappes de précision qui viennent de détruire un AWACS garé derrière plusieurs couches de défense aérienne. Les forces qui convergent actuellement vers la région sont précisément conçues pour ce type de mission. Les 31 et 11e unités expéditionnaires de marine, les 2 forces de réaction de crise des marines, sont désormais associées au renforcement militaire américain. Ensemble, elles ajoutent environ 5000 marines, plus des milliers de marins. Des éléments de la 82e division aéroportée, y compris du personnel d'état-major et des troupes de combat, sont déployés pour offrir davantage d'options aux États-Unis. Le lieutenant-colonel à la retraite Daniel Davis, ancien de l'armée américaine et chercheur principal à Defense Priorities, estime que seuls 4000 à 5000 véritables combattants sont engagés. Selon lui, ce nombre suffit pour s'emparer d'un petit objectif pendant une courte période, mais reste très loin de ce qu'exigerait une campagne terrestre durable.
Réunir une force de cette ampleur prend des mois. C'est ici que toute la stratégie s'effondre. Beaucoup pensent qu'envoyer des forces terrestres vers l'Iran renforcerait la position américaine, créerait une pression et rapprocherait Téhéran d'un accord. En réalité, c'est exactement l'inverse. Une incursion terrestre, même limitée, offrirait à l'Iran la victoire stratégique qu'il s'emploie à préparer depuis 35 ans. Commençons par le facteur temps. Le temps ne joue pas en faveur de Donald Trump. Il est président pour un second mandat et regarde déjà arriver les élections de mi-mandat. Chaque semaine supplémentaire pendant laquelle cette guerre s'enlise affaiblit sa position intérieure. Les dirigeants iraniens, eux, fonctionnent selon une toute autre horloge. Ils n'ont ni échéance électorale, ni cycle médiatique les forçant à agir. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a déclaré via l'agence officielle IRNA le 29 mars « L'ennemi envoie ouvertement des messages de négociation et prépare secrètement une attaque terrestre. Nos hommes attendent l'arrivée des soldats américains au sol pour les brûler vifs et punir à jamais leurs partenaires régionaux. C'est pas une voie marginale. C'est le troisième personnage politique le plus important d'Iran qui s'exprime par l'intermédiaire des médias d'État en invitant ouvertement les troupes américaines à entrer sur le sol iranien. Pour un camp Trump obsédé par la projection de force devant les caméras, le temps est un accessoire bien moins docile qu'un pupitre. Et il faut être clair, cette invitation n'a rien de vide. Les chiffres le prouvent. Alors que les frappes aériennes américaines et israéliennes ont gravement endommagé la marine iranienne et réduit d'environ 90% sa production de missiles et de drones, les forces terrestres iraniennes restent presque totalement intactes. À lui seul, le corps des gardiens de la révolution islamique est estimé à environ 190 000 personnels actifs, avec d'importantes réserves derrière. Pendant 3 décennies et demie, l'Iran a construit des réseaux de tunnels, des batteries côtières, anti-navires et des infrastructures de guerre asymétriques tout le long de son littoral sur le golfe Persique et autour de chaque île disputée. Un récent sondage Reuters, Ipsos, montre que la majorité des Américains s'opposent à l'envoi de troupes au sol en Iran. 55% sont contre tout déploiement, seuls 7% soutiennent une opération de grande ampleur. Dès que les cercueils commenceront à arriver sur la base aérienne de Dover, le soutien public s'effondrera encore davantage. Ce qui devait être un levier de pression devient alors un cauchemar politique intérieur que l'Iran peut simplement attendre de voir se développer. Au-delà de Karg, il y a l'île de Keshmem, située au point le plus étroit du détroit d'Ormuz, longue de 135 km et large de jusqu'à 40 km. L'Iran y exploite des bases militaires et des sites de lancement de drones. De plus, environ 120 000 civils y vivent. Toute opération y comporte le risque de combats urbains, de pertes civiles massives et du type d'occupation sans fin qui transforme un raid éclair en engagement permanent. Plus loin, à l'intérieur du détroit, se trouve Abu Moussa ainsi que les îles du Grand et du Petit Homme, toutes revendiquées par les Émirats arabes unis, mais fonctionnant comme des postes d'observation iraniens. Elles surveillent le trafic des tankers et transmettent directement les renseignements vers Bandar Abbas. Le chercheur Sacha Brockman, intervenant depuis Doha, a remis en cause la logique même d'une prise de Karg. Il a souligné que même si les forces américaines s'emparaient de l'île, les pétroliers iraniens devraient toujours franchir le détroit d'Ormuz, directement sous le regard de navires de guerre américains comme l'USS George Washington et ses escorteurs. Si l'objectif est simplement de couper les revenus, l'US Navy pourrait intercepter ces navires en mer sans installer un seul marine sous une tente sur une île à portée de tous les drones et missiles iraniens restants. Le sénateur Lindsey Graham a comparé sur Fox News un éventuel assaut des marines sur Karg à la bataille d'Iwo Jima, en disant nous avons fait Iwo Jima, nous pouvons faire ça, mon argent est toujours sur les marines. Iwo Jima a coûté la vie à près de 7000 marines et fait 20 000 blessés. Quand l'argumentaire pro-Trump commence à vaciller, il semble toujours se trouver quelqu'un pour ressortir une nostalgie martiale en espérant que personne n'aille vérifier le bilan humain.
L'amiral à la retraite James Stavridis a averti dans une tribune publiée par Bloomberg qu'il fallait s'attendre à ce que les Iraniens déclenchent des essais massifs de drones, des vedettes rapides chargées d'explosifs et des frappes de missiles ciblés contre les navires amphibies eux-mêmes. Il a prévenu que l'île pouvait être piégée et qu'un seul impact direct sur un bâtiment amphibie serait catastrophique. Voici maintenant la dimension qui change complètement la donne. Le 28 mars, les rebelles Houthis du Yémen ont lancé leur première frappe contre Israël depuis le début de cette guerre. Le porte-parole militaire houthi, le général de brigade Yahya Sarré, a annoncé une salve de missiles balistiques visant des sites militaires israéliens sensibles dans le sud d'Israël. Le lendemain, ils ont enchaîné avec des missiles de croisière et des drones. Pendant un mois entier, les Houthis étaient restés en retrait, malgré leur appartenance à l'axe iranien. Leur entrée en scène ouvre désormais un deuxième point d'étranglement maritime. Le détroit de Bab el-Mandeb, ce passage étroit reliant la mer Rouge au golfe d'Aden, ne mesure que 29 km à son point le plus resserré. Environ 15% de l'ensemble du commerce maritime mondial et 30% du trafic mondial de porte-conteneurs y transitent. Les Houthis contrôlent l'essentiel du littoral yéménite sur la mer Rouge, y compris le port de Hodeïda. Le vice-ministre houthi de l'information, Mohamed Al-Mansour, a déclaré directement à CNN « Fermer le détroit de Bab el-Mandeb est une option viable et les conséquences seront supportées par les agresseurs américains et israéliens ». Voilà ce qui transforme la situation en catastrophe totale plutôt qu'en deux problèmes distincts. Le détroit d'Ormuz est déjà largement fermé au trafic maritime aligné sur l'Occident. L'Arabie Saoudite réachemine son pétrole par un oléoduc est-ouest vers le port de Yanbu, sur la mer Rouge. Le trafic de pétroliers y a explosé. Le port de Jeddah traite des volumes de conteneurs bien plus élevés. Or, ces deux ports se trouvent désormais à portée des drones et missiles Houthis. Si Bab el-Mandeb se ferme, le monde ne perd pas un seul goulet d'étranglement pétrolier, il les perd tous les deux au même moment. L'USS Gerald R. Ford, le porte-avions qui devrait projeter sa puissance dans ce corridor, est actuellement immobilisé en Grèce pour réparation. Le renvoyer en mer Rouge reviendrait à le replonger dans le même cycle d'attaque sans fin qui a déjà éprouvé les porte-avions précédents. Il faut mesurer les dégâts économiques déjà verrouillés. Le Brent a atteint entre 116 et 179 $ le baril le 30 mars et se dirige vers sa plus forte hausse mensuelle en pourcentage depuis le début des relevés en 1988. Le brut de Dubaï, qui reflète les prix réels de livraison physique, a bondi de 76% depuis le début de la guerre, pour atteindre désormais 120 $ américains le baril. Goldman Sachs estime que 14 à 18 $ par baril de pures primes de risque géopolitique sont désormais intégrées dans chaque baril échangé dans le monde. L'Agence internationale de l'énergie a libéré 400 millions de barils de ses réserves stratégiques, le plus important prélèvement d'urgence de l'histoire. Et selon les analystes, cela n'offre que quelques jours de répit. Marco Papic de BCA Research calcule que le monde perd déjà 5 à 5 millions de barils par jour, soit environ 5% de l'offre mondiale, et que ce chiffre doublera d'ici la mi-avril lorsque les mesures de fortune arriveront à épuisement. Les marchés boursiers le ressentent déjà, le Nikkei japonais a perdu près de 5%, le Kospi sud-coréen a chuté de 7%, le Hang Seng de Hong Kong a cédé 6%. Les États-Unis ont accordé une dérogation de 30 jours, levant les sanctions sur le pétrole russe. L'Australie a réduit pendant 3 mois les taxes sur les carburants, essence et diesel. Sur le front diplomatique, Trump a déclaré aux journalistes le 29 mars « Nous allons conclure un accord avec eux, j'en suis presque sûr ». Il avait auparavant affirmé « L'Iran a accepté la plupart de ces 15 points ». Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré à Al Jazeera le 25 mars « Aucune négociation n'a eu lieu avec l'ennemi jusqu'à présent et nous ne prévoyons aucune négociation. » Une autre source iranienne a toutefois indiqué à CNN que des contacts avaient eu lieu et que Téhéran était disposé à examiner des propositions durables. Le Pakistan a réuni les ministres des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite, de la Turquie et de l'Égypte, qualifiant les discussions de très productives et promettant de faciliter bientôt des négociations directes. 3 versions totalement différentes
de la réalité circulent donc en même temps. Trump affirme qu'un accord est proche. L'Iran affirme qu'aucun accord n'existe. Le Pakistan affirme qu'un accord arrive, et pendant que ces récits s'entrechoquent, le Pentagone continue de planifier des raids terrestres. Et le président du Parlement iranien promet de brûler vifs les soldats américains. À ce stade, la ligne du camp Trump ressemblait moins à une stratégie qu'à un point presse bricolé avec du vœu pieux et de la prestance de plateaux télé. La plupart des spectateurs pensent que cette guerre poursuit des objectifs clairs et définis que les États-Unis remplissent progressivement. La vérité, c'est que tous les grands indicateurs évoluent contre la position américaine. Les forces terrestres iraniennes restent entièrement intactes, avec plus d'1 million de personnel sous les armes. Le détroit d'Ormuz demeure fermé au trafic allié. Les Houthis ont activé un deuxième point d'étranglement à Bab el-Mandeb. Les prix du pétrole ont battu des records qu'on n'avait plus vus depuis près de 4 décennies. Les alliés de l'OTAN ont refusé l'appel de Trump à aider à rouvrir le détroit. Le Japon, la Corée du Sud et l'Australie ont tous refusé de participer aux frappes menées par les États-Unis. Le régime iranien que Washington voulait faire tomber a déjà remplacé son guide suprême par son fils, décrit par des analystes comme encore plus radical et animé d'un esprit de revanche. L'ancien responsable américain de la lutte antiterroriste, Joe Kent, a démissionné pour protester en affirmant que l'Iran n'avait jamais représenté une menace imminente pour l'Amérique. L'échéance du 6 avril n'est plus qu'à quelques jours. Trump a menacé de détruire les puits de pétrole, les centrales électriques et l'île de Karg elle-même si le détroit ne rouvre pas. L'Iran a menacé de brûler vifs les soldats américains qui arriveraient au sol. Les Houthis ont menacé de fermer la mer Rouge. Et chaque moyen militaire qui afflue actuellement vers le Golfe poursuit un seul objectif, envoyer des Américains sur un territoire que l'Iran fortifie depuis 35 ans précisément pour ce scénario. L'objectif affiché était une opération rapide et décisive qui ne durait que quelques semaines. 30 et un jour plus tard, les forces qui se rassemblent dans le Golfe Persique ne sont pas là pour mettre fin à la guerre. Elles sont là parce que personne n'a encore trouvé comment y mettre fin. Le slogan avait été conçu pour un tour d'honneur rapide. Le champ de bataille, manifestement, ne suivait pas le même script. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt